On donne la parole à Monsieur Grégory Joron pour Unité SGP FO. Merci, Monsieur le Ministre, Mesdames et Messieurs. Camille Chaise l'a rappelé en début de propos. En effet, le maintien de l'ordre, ça reste la recherche de l'équilibre. C'est aussi l'acceptation d'une part de désordre, hein, ça sera sûrement dit après, mais c'est aussi la réalité. Moi, je vais revenir sur la question qui a été posée, comment on peut faire pour s'adapter dans cette recherche d'équilibre permanent, dans lequel en fait on doit en effet respecter les libertés individuelles et de circulation et aussi des fois faire preuve de contrainte à l'endroit des manifestants dès lors qu'il faut rétablir l'ordre ou en tout cas le maintenir. Je résumerai le maintien de l'ordre à presque une valse à 3 temps, et je pense que c'est là-dessus qu'il faut qu'on s'attarde, parce qu'on est très focus sur le déroulé de la journée en général, mais je pense qu'il faut travailler encore. Le schéma national de maintien de l'ordre prend le bon chemin, mais je pense qu'il est évidemment, comme tout, perfectible et il demandera encore des adaptations, et je pense qu'une des premières, c'est peut-être aller au bout de la démarche qui avait été effectuée avec la loi anti-casseurs, c'est pas le bon terme, mais je me rappelle plus exactement de son intitulé, mais en tout cas travailler sur ce temps avant la journée, qui va peut-être permettre, et là je m'adresse, il y a des législateurs dans la salle, tant mieux, à un vrai travail législatif pour donner des armes légales, pour permettre d'écarter les éléments les plus violents des manifestations, puisque malheureusement, on voit qu'aujourd'hui, dès lors que, et quel que soit le sujet d'ailleurs, hein, dès lors qu'une manifestation va réunir beaucoup de monde, on aura de toute façon des casseurs. Monsieur Cadeau l'a dit, je date aussi humblement le début des difficultés à partir des manifestations loi travail, et je date aussi sûrement le retard qu'on a pris sur les éléments qui ont déjà été abordés et qui nous posent aujourd'hui encore des difficultés. Donc ce temps d'avant où on doit, à mon sens, travailler pour permettre de sécuriser un maximum les dispositifs et les manifestations. Le temps du déroulé, là on va évidemment parler de manœuvres, on va évidemment parler de moyens, mais on va surtout, je pense, parler de communication à 2 niveaux, le cas de la communication externe, et je pense qu'on a perdu très vite la bataille de la com sur les premiers week-ends de Gilets jaunes, alors qu'on avait, à mon sens, de quoi gagner le cœur de l'opinion publique avec ce qui avait pu se passer à certains endroits, et particulièrement en haut des Champs-Élysées. On n'a pas encore cette culture-là. Et la communication à l'endroit des manifestants, qui est à mon sens à 2 éléments qui sont vertueux. Une, c'est responsabiliser le manifestant, lui expliquer qu'à certains moments il ne faut pas qu'il se rende à tel endroit parce que la force est engagée, et aussi l'informer, parce que rappelez-vous, lors des événements des Gilets jaunes, régulièrement dans les médias, on voyait des témoignages de gens qui étaient à 300-400 mètres d'un point chaud et qui avaient été gazés parce qu'il y avait des fumées forcément et du gaz lacrymogène et qui se sentaient agressés. Alors je pense que ces personnes-là, il faudra déjà leur parler pour leur expliquer pourquoi il y a eu un engagement de force, pourquoi on a utilisé des gaz et pourquoi surtout ils ne doivent pas rester là. Et s'ils font le choix de rester là, forcément, ils s'exposent à la force publique puisque les sommations ont été faites et les instructions données. Et je pense que cette bataille de communication, on a encore énormément de travail à faire dessus. Pour pouvoir justement expliquer et éviter ces frustrations de la part de manifestants qui viennent, on le sait tous, le faire en globalité de manière assez pacifique, mais qui ressentent ça comme une agression. Je vais en profiter, Monsieur le Ministre, n'y voyez évidemment pas de piège, mais voilà, je vous ai toujours dit que je vous dirais tout. On a forcément des questions aujourd'hui, après la note du directeur de cabinet, Monsieur Pierre de Bousquet, sur le retrait de la grenade GM2L. On comprend l'enjeu, hein, et on comprend évidemment le sujet. C'est toujours une difficulté, pour autant, moi je crois beaucoup, alors je vais être peut-être en opposition avec certains dans la salle, mais peu importe, je crois beaucoup... je crois peu au modèle allemand transposable, comparable à l'expression des colères en France. Je pense qu'on n'a pas du tout les mêmes sociétés, ni la même approche. Et je crois beaucoup moins aux moyens intermédiaires, parce qu'ils permettent, à mon sens, justement, d'avoir une gradation dans l'utilisation de la force. C'est toujours cette nuance qu'on doit apporter par rapport aux violences reçues et vécues, et à la réponse qu'on doit y faire. Plus on enlèvera de barreaux à cette échelle de gradation de la force qu'on peut schématiser comme telle, plus il y aura malheureusement pas une tendance, mais une possibilité d'aller plus vite vers le dernier barreau, qui est à mon sens le recours à l'arme individuelle, à la légitime défense. Je n'ai pas de part de marché dans les différentes armes individuelles. Je suis pas, je travaille pas pour le fournisseur de LBD ou de GM2L, mais je pense qu'il doit y avoir une recherche permanente sur ces moyens intermédiaires pour vraiment permettre aux forces engagées d'avoir la réponse adéquate par rapport à ce qu'ils vivent.
Un dernier mot peut-être sur forcément les spécialistes du maintien de l'ordre, évidemment les compagnies d'intervention, Mathieu Vallée l'a dit, mais aussi les CRS, leur effectif. On vous remercie pour l'effort qui est fait et consenti également accompagné par le directeur général sur le renfort de ces unités, tant mieux. Il est temps de retrouver ce système quaternaire qui est finalement l'ADN des compagnies républicaines de sécurité. Mais j'ai envie de parler aussi de la charge missionnelle surtout, parce qu'on parle de maintien de l'ordre, forcément quand on a les autorités d'emploi qui commandent par rapport aux risques évalués des unités de force mobile, il faut y répondre. J'ai envie de dire quelque chose, c'est surtout que la ressource n'est pas inépuisable. Et je vais faire un petit retour en arrière. Avant 2015, par exemple, les moments forts sur la préfecture de police, c'était les fêtes de la musique. Pour la fête de la musique, on engageait 16 unités de force mobile. Et c'était déjà un dispositif énorme. Je vous laisse regarder ce qui est engagé, et vous le savez, tous les samedis ou lors de manifestations, on est au double, voire au triple, ce qui engage forcément énormément de moyens, énormément d'énergie. Et ce qui pose question d'ailleurs dans ce déploiement de force qui est aujourd'hui démesuré, quelle que soit la manifestation. Évidemment, ça a un impact sur la vie de nos collègues et sur leur rythme de travail, vous le savez, sur leur formation surtout, puisque c'est aussi le savoir-faire qui est garanti au travers de ces formations-là. Et on a aujourd'hui de moins en moins de temps de pouvoir les réaliser correctement, ou en tout cas dans les temps prévus. Je sais que ça a été retenu, je crois, dans le schéma national de maintien de l'ordre, mais c'est quelque chose qu'on doit, à mon avis, vraiment travailler, accentuer et presque driller, j'ai envie de dire, puisque c'est le mot fort de la formation. C'est la formation partagée à l'endroit de l'ensemble des forces. Je pense que c'est la clé de tout. On sait très bien que la difficulté dans le maintien de l'ordre, c'est souvent la fluidité dans les ordres, justement, et la difficulté de pouvoir imbriquer des essences différentes avec des manœuvres, des fois différentes, et de faire travailler tout ce monde-là ensemble. On arrive à le faire pour des risques chimiques, on arrive à le faire pour le risque terroriste. Je pense que ça serait bien de temps en temps de faire des événements grandeur nature, de maintien de l'ordre dégradé, où on pourrait voir combien de temps on met pour évacuer un blessé en plein milieu d'un cortège, combien de temps on pourrait mettre pour bloquer un quartier entier, etc. Et vraiment, j'ai envie de dire, s'éprouver à cette colonne hiérarchique et des fois ce temps de latence qui est souvent reproché aux politiques, qui est souvent reproché aux policiers et pour lequel on trouve des fois pas de solution, parce que finalement, M. Fard l'a dit, c'est la circonstance qui commande, et des fois on sent une certaine tétanie. J'aimerais terminer mes mots, et ça sera vraiment le dernier point, Camille, parce que je sens son regard là déjà. J'aimerais terminer en parlant en effet de la CRS 43. Mathieu l'a pas signalé, il l'a pas nommé sûrement à dessein. Moi, je le fais en rappelant une chose: quand on s'engage en CRS, on nous rappelle souvent qu'il y a le commandement légitime et l'ordre de la loi, et on se sent protégé au travers de ce pilier-là, qui est à mon sens la clé même de l'engagement des agents qui sont sur le terrain, parce que quand leur chef leur dit d'y aller, eh ben, ils ne se posent pas de questions et ils y vont. Ce qui va se passer à la CRS 43, si on va chercher essentiellement des responsabilités individuelles sur ce genre de situation, je ne dis pas qu'il n'en existe pas, je dis simplement qu'à mon avis, il y a une responsabilité de l'ensemble de la chaîne hiérarchique, de l'agent de terrain jusque dans la salle de commandement de la préfecture. Et je dis surtout que si les seuls lampistes sont ces quelques collègues-là qui doivent s'expliquer à la barre, alors qu'ils ont eu sûrement l'ordre, après une situation extrêmement dégradée, de faire ce qu'ils devaient faire, j'aimerais simplement qu'on replace le contexte, et j'aimerais simplement, je l'ai fait, donc je peux en parler, qu'on regarde ce qu'ils ont fait sur 7 jours, ces agents-là, et qu'on se pose la question de savoir si le samedi à 20h, quand on leur a demandé de se rendre dans le Burger King, ils étaient vraiment alors je ne vais pas dire en pleine possession de leurs moyens, parce que je pense que c'était le cas, mais ils étaient engagés depuis 6h du matin, ils avaient déjà passé une journée difficile, ils avaient déjà été engagés le samedi d'avant et engagés très fortement sur les champs, ils avaient eu beaucoup de blessés. Je crois qu'entre-temps, ils ont vécu l'attentat de Strasbourg au marché de Noël, et en 4 jours, ils ont fait 60 heures. Et après, on se pose la question de savoir si, en effet, ils ont bien agi ou s'ils n'ont pas mis 3 coups de matraque de trop. Donc moi, j'espère que la justice, et je n'ai pas de doute là-dessus, fera son travail et rappellera le contexte, et surtout se rappellera que le code pénal le prévoit. Il y a aussi le commandement légitime et l'ordre de la loi qui est censé ne pas, en tout cas, donner un cadre et faire en sorte que nos agents de terrain n'hésitent pas quand leur chef leur demande d'aller au contact. Merci.